Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine de grands reportages. Ce soir, on vous emmène sur les routes de la cocaïne, une drogue qui s'est banalisée et qui touche aujourd'hui tous les milieux. Parler de la coke, c'est s'interroger sur l'addiction, le monde du travail, le burn-out, l'économie souterraine. Bref, c'est parler de notre société. Pendant plusieurs semaines, nous avons rencontré ceux qui produisent, ceux qui transportent, ceux qui consomment, pas pour juger, mais pour comprendre. De Médéine à Saint-Malo en passant par Cayenne, ce soir on part ensemble sur les routes de la cocaïne. Il manquait du personnel à l'hôpital. J'avais commencé à 5h du mat. C'était pendant ma pause déjeuner, j'ai sniffé dans les toilettes. Nous sommes allés partout en France à la rencontre des nouveaux consommateurs. Ils ne sont pas traders, mais infirmiers ou marins-pêcheurs. On commence avec 1 gramme, et puis le gramme, ça ne suffit pas. Moi, pour ma part, j'étais à une dizaine de grammes par quinzaine. Vous verrez qu'aujourd'hui, la vente de cocaïne s'est banalisée et ubérisée. On peut être livré en 10-15 minutes, ça dépend. Vous pouvez même faire 3 clients dans la même rue. Une drogue plus accessible et consommée jusque dans les toilettes des lycées. Vous en prenez entre les cours? Oui, en mode je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire mon contrôle de maths. Donc pour me rebooster, je vais prendre une trace. On partira dans la jungle colombienne pour suivre les étapes de la fabrication. Aïe. Ça pique les yeux. C'est à cause de ce qu'on a mis dedans, le sel, l'engrais et la soude caustique. Et on va rajouter de l'essence. Vous verrez que tout commence avec des petites mains qui triment dans des labos clandestins. Moi, avec mon savoir-faire, je touche 8 € par kilo. Est-ce que vous connaissez le prix d'un gramme de cocaïne en France? Non. 70 €. Pour alimenter une demande mondiale qui explose, la production s'envole avec à la clé violence et règlement de compte. Voici les traces de balles. On était en train de dormir sur le canapé avec les enfants. Quand ils ont tiré, les enfants se sont levés. J'ai dû les plaquer au sol. Les cartels exportent partout dans le monde par bateau, par avion, mais pas seulement. Les narcotrafiquants ont des moyens et de l'imagination. Dans ce sous-marin, il y avait 8 tonnes de cocaïne. Ça représente combien d'argent? On parle de 240 millions de dollars. Vous découvrirez aussi l'itinéraire des passeurs français, les mules. Elles sont plusieurs milliers chaque année à risquer leur vie entre la Guyane et Paris. Le plus grand danger, c'est s'il y a un éclatement d'une boulette, il y a une diffusion de cocaïne, eh bien c'est la mort. Un phénomène en pleine expansion qui touche notamment les plus jeunes. Dans mon quartier, j'ai que 3 catégories de jeunes. Il y a ceux qui sont allés, ceux qui vont y aller et ceux qui veulent y aller. On s'intéressera enfin à l'inquiétante starification de Pablo Escobar. C'est un flingue. En Colombie, le phénomène à la mode, c'est le narcotourisme. Là, on embarque pour l'Escobar Tour. On va visiter les lieux emblématiques de sa vie. Allez, allons-y. Même la sœur du roi de la coke surfe sur le filon. Pour la première fois, elle parle à un média français. Je suis vraiment très fière d'être la sœur de Pablo Escobar. Tout le monde est prêt, notre voyage sur les routes de la cocaïne commence maintenant. Et pour la première étape de notre périple, on s'est intéressé aux origines du trafic. Le premier producteur de cocaïne au monde, c'est la Colombie. Près de 1400 tonnes de coke sortent aujourd'hui du pays. C'est 5 fois plus qu'en 2013. Un record, mais à quel prix? Des producteurs aux victimes du trafic. Avec Jawar Nadi, on a remonté la filière colombienne. Notre enquête sur les routes de la cocaïne commence dans les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Voici la vallée du Cauca. Une zone longtemps contrôlée par la guérilla révolutionnaire des FARC, aujourd'hui devenue le terrain de jeu de groupes armés dissidents. Ici, certains membres des populations indigènes cultivent les plants de coca, ces éclats vert clair qui se détachent des autres cultures. Dans les recoins de la vallée, loin des regards indiscrets, les feuilles de coca atterrissent dans de petites cabanes, comme celle-ci. On est bien caché ici. Oui, on est bien planqué ici, oui. Pourquoi? Car ce qu'on fait est illégal. Nous devons nous cacher de la police et des militaires. C'est dans ces labos clandestins que la fabrication de la cocaïne commence. Ça s'appelle comment cette étape? C'est le chongo. C'est la première étape? Oui, c'est ça. Les feuilles arrivent ici, on les décharge et ensuite on les passe à la broyeuse. Cette plante ancestrale est consommée depuis toujours par les populations andines. Mastiquée,
La feuille de coca soigne le mal des montagnes. Mais si l'année dernière, les surfaces de plantation ont bondi de 17% dans le pays, ce n'est évidemment pas pour un usage traditionnel. Il faut environ 125 kg de feuilles de coca pour fabriquer 1 kg de cocaïne. Et après cette étape, on y rajoute des produits tout sauf naturels. Pour libérer la substance active, tous les moyens sont bons. Vous faites quoi? On ajoute du ciment. Ça fait quoi le ciment? Le ciment aide à brûler rapidement les feuilles de coca. C'est comme ça qu'on extrait le produit qu'on pourra vendre. Du ciment, et ce n'est que le début. D'autres ingrédients vont s'ajouter. Les feuilles de coca vont macérer dans ces bidons. Ça sent très mauvais et ça pique les yeux. C'est à cause de ce qu'on a rajouté, le sel, l'engrais et la soude caustique, ça sent très fort. Ah oui, ça sent très fort, oui. Là, on va mettre les feuilles dans ces tonneaux et on va rajouter de l'essence. Là, vous allez rajouter de l'essence? Oui. L'essence permet en fait de récupérer les alcaloïdes, les composants chimiques de la cocaïne. Le chef de laboratoire, c'est lui. Nous l'appellerons Antonio. La trentaine, dont 10 ans passés à manipuler ces produits toxiques sans aucune protection. Vous gagnez combien par semaine? Je gagne 100 € par semaine. 100 € par semaine? Oui. Et ça vaut la peine de se donner autant de mal pour ce que ça vous rapporte? Oui, parce que ça me permet de payer les études de ma fille. Et grâce à ça, je nourris toute ma famille. C'est notre seule source de revenus. Ici, pas de grand baron de la drogue, richissime et armé jusqu'aux dents. Aux origines d'un trafic tentaculaire, des petites mains qui triment au-dessus de leurs bassines. À la nuit tombée, après des heures de préparation, ça prend forme. Là, c'est de la soude caustique pour éclaircir le produit. Sous nos yeux, la cocaïne prend sa couleur blanche. Encore à l'état liquide, il faut la chauffer pour en faire une pâte. Et là, on a terminé. Avec cette base, tu peux en faire de la cocaïne. Il y a quelle quantité là? Là, nous avons 1,4 kg à peu près. Et vous allez le vendre combien? 1 000 €. Quand ce sera transformé en cocaïne, ça vaudra plus cher. Vous avez vu une augmentation de la demande? Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à produire de la cocaïne. Avant, on n'était pas très nombreux. Mais maintenant, il y a vraiment plein de monde. C'est tellement rentable. Et surtout, il y a de plus en plus d'acheteurs. Pour la suite de la fabrication, il faut reprendre la route. Destination inconnue. Nous embarquons avec Antonio et sa marchandise, direction un autre laboratoire clandestin. À partir de quand on pourra filmer? Ils vous le diront là-bas. Ils, ce sont les patrons du labo. Ou plutôt la patronne. Le boss est une femme, nous la surnommerons Vanessa. Ici, on se trouve dans la cuisine. Là, c'est notre magicien, le chimiste. C'est lui qui s'occupe de fabriquer le produit final. Le produit change de main. Ici, les fragments de base de cocaïne fabriqués la veille vont être transformés en poudre. Voilà à quoi ressemble une cuisine clandestine, un décor rudimentaire. Des alambics, des bassines, encore des produits toxiques. Ce labo est plus grand et mieux gardé que le précédent. Vous avez beaucoup de problèmes ici? On a surtout des problèmes avec des voleurs. Des voleurs? Ouais. C'est à cause de ces produits, ils coûtent très cher. Ils viennent carrément nous voler avec des machettes. Un choix de vie illégal, mais qu'on nous présente comme une nécessité. Tous nous l'assurent, s'ils participent au trafic, ce n'est pas par gaieté de cœur. C'est d'ailleurs pour expliquer ça qu'ils ont accepté notre caméra.
Pourquoi avez-vous accepté qu'on filme? Nous voulons que les gens sachent que dans la vallée du Cauca, ce n'est pas parce que nous produisons de la drogue que nous roulons sur l'or. Nous ne sommes pas millionnaires. Vous voyez bien comment nous travaillons. En faisant votre reportage, vous avez vu de belles écoles, des belles maisons? Bah non. Et vous voulez faire passer ce message? Oui, parce qu'ici, il n'y a pas d'autres alternatives. Beaucoup de personnes subsistent grâce à ce moyen. C'est avec ça que nous survivons. Et je parle bien de survie. De fait, depuis plusieurs mois, la communauté indigène se rebelle contre le gouvernement. Manifs, blocage de routes et revendications sociales pour obtenir des conditions de vie meilleures. Pas certain en revanche que le discours qu'on nous tient ici soit représentatif de cette lutte. L'immense majorité des indigènes manifestent justement pour ne pas avoir à choisir entre la misère et le narcotrafic. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous arrêtiez de bosser là-dedans? Des garanties et des opportunités. Parce que nous, les indigènes, sommes exclus. On n'a pas d'autres opportunités de travail. C'est vrai que ce qu'on fait nous rapporte beaucoup. Mais si je pouvais faire un autre travail qui me rapporte autant, je le ferais. On ne va pas se mentir, on sait très bien que ce produit est très nuisible pour la société. En attendant, dans ce labo clandestin, ils peuvent produire jusqu'à 150 kilos de cocaïne par jour. Je peux vous demander combien ça vous rapporte? On me paye au kilo. Moi, avec mon savoir-faire, je touche 8 € par kilo. 8 € par kilo? Oui. Est-ce que vous connaissez le prix d'un gramme de cocaïne en France? Non. 70 €. Pour 1 gramme. Avec 1 kilo, je serais riche alors. Je comprends pourquoi on se donne tant de mal pour le faire sortir de Colombie. Mais ici, ça ne vaut rien. À peine plus d'1 € le gramme. Ces chimistes informels gardent jalousement leurs recettes. Nous savons juste qu'ils ont utilisé une dizaine de produits chimiques, dont plusieurs acides et un puissant oxydant. Fin de la fabrication, la poudre est mise sous presse. Le pain passe ensuite au micro-ondes, 2 minutes pour sécher. Résultat, 1 kg de poudre blanche. Quel est le niveau de pureté? Elle est pure à 100%. 100% avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans? C'est ça qu'on appelle pure? Elle est pure à 100%. Bah, il y a d'autres endroits où ils rajoutent encore plus de produits pour la couper, mais nous, on ne le fait pas. En Colombie, le kilo de cocaïne se vend 1 200 €. En France, 60 000. C'est 50 fois plus cher. La meilleure qualité, nous dit-on, est réservée au marché américain et européen. Mais un quart de la coke produite en Colombie est consommée dans le pays. Nous quittons la vallée du Cauca pour la ville de Cali. Dans la 3e ville du pays, selon les autorités, une centaine de gangs se partageraient ce business. L'une de ces bandes nous a donné rendez-vous pour une virée nocturne. Pacho? Pacho? Ouais, salut. Allez, on y va, faut pas traîner. Le groupe de Pacho compte 35 hommes. Ils sont postés un peu partout dans ce barrio, un quartier tenu par les dealers. Ces petites maisons servent de point de vente. Celui-là, il est très discret, il n'y a que 3-4 mecs, grand max. Et là aussi, ça deal. Ils vendent que de la cocaïne. Il y a des points de vente dans tout le quartier? Oui, partout, à presque tous les coins de rue. C'est quoi votre travail exactement à vous? Nous, on s'occupe de la sécurité des points de vente. On s'assure qu'il n'y ait pas de bagarre qui perturbe notre business. Vous fonctionnez comme une mafia? On fonctionne plutôt comme une entreprise. Nous avons un gérant qui dirige et chacun a son rôle dans l'organisation. Il y a les percepteurs qui collectent l'impôt que l'on nous paye en échange de notre protection. Et puis il y a aussi les renforts
C'est ceux qui débarquent quand il y a embrouille. Les vitres de la voiture de Pacho sont entièrement teintées. Impossible sinon de filmer sans être repéré. Vous voyez devant nous les deux types là. Ce sont des guetteurs. C'est eux qui donnent l'alerte quand la police débarque. Ici, il y a 4-5 guetteurs. Et lui, c'est le dealer. Tu vois comme il s'approche? Et comme on s'arrête pas, il a compris qu'on n'était pas intéressé. Le barrio de Pacho, un supermarché de la drogue à ciel ouvert, dont voici l'une des arrière-boutiques clandestines. Martin, je te présente mon cousin. C'est le gérant de ce point de vente. Il va te montrer comment il prépare les doses. Et eux, ce sont mes collègues. Ils s'occupent de la sécurité avec moi. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Cette nuit, les dealers se sont installés dans un garage. Hier, ils étaient dans un appart. Ils changent de lieu tous les soirs pour préparer les doses. Combien ça coûte? Ça coûte 8 €. Là, ça coûte moins d'1 €. Et là, c'est pareil. Il y en a pour tous les prix. Les dérivés de la coke pour les plus pauvres et la blanche pour les plus riches. Nous, si on vend de la cocaïne, c'est parce que c'est le plus cher. Les gens qui ont de l'argent achètent ça. Ceux qui aiment faire la fête, danser, délirer, sont toujours à la recherche de coke. Ça, c'est pour ceux qui vivent dans la rue. Pour vous, la cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus rentable? Ouais, c'est ce qui nous rapporte le plus. On gagne notre vie grâce à ça. Mais bon, c'est aussi à cause de ça qu'on se fait la guerre, qu'on s'entretue. On bute tous ceux qui nous empêchent de faire notre business. Un point de vente illégal comme celui-ci rapporterait dans les 10 000 € par mois. Alors pour les narcos, pas question de perdre leur territoire. Ces 6 derniers mois, 8 membres du gang ont été abattus. Alors les hommes de Pacho sont sur les dents. Toutes les personnes qui travaillent pour nous dans la sécurité ont leur arme. Elles en ont la responsabilité. Elles ne peuvent pas la perdre. On est une entreprise. Je te passe une arme, tu en es responsable. Tu ne peux pas la prêter, tu ne peux pas t'en débarrasser, sauf si tu as la police au cul. Là, on t'excuse. Si on m'attaque, je peux me défendre. Sans mon arme, je ne suis rien. Mais vous ne pourriez pas travailler dans un autre secteur, sans faire de mal? Non, parce qu'on a tous grandi là-dedans. On n'est pas du genre à faire des études par ici. On ne vit que pour la guerre et la drogue. C'est tout ce que vous savez faire? C'est tout ce qu'on sait faire. La guerre et vendre de la drogue. Résultat, la guerre des gangs fait des ravages. Rien que pour l'année 2017, 1242 homicides à Cali, devenue la ville la plus dangereuse de Colombie. Au nord de la ville, voici la Comuna 6, un quartier particulièrement touché par le trafic et sa violence. Tu vas en cours, toi? Oui. Dans ce barrio, un ange gardien essaye de sortir les jeunes des gangs. Il s'appelle Edilson Huérfano. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bien, grâce à Dieu. Tiens, remets-moi la même chose. On marche un peu? Oui, avec plaisir. Il est prêtre, mais dans la rue, la protection divine ne suffit pas. Vous êtes un homme d'église, mais je vois que vous portez un gilet pare-balles. Oui, un gilet pare-balles. Vous pouvez me montrer? Vous avez déjà été menacé? Oui. Avant, j'avais même un garde du corps. On m'a agressé. On a même essayé de m'enlever. En Colombie, et surtout ici à Cali, beaucoup de gens, dans le monde politique notamment, ne veulent pas de la paix dans les quartiers, parce qu'ils vivent du trafic de drogue. Le padre Edilson s'est installé à Cali il y a 17 ans. Homme d'église et surtout médiateur social. Ici, un habitant sur deux a moins de 24 ans et un jeune sur 3 n'a pas de boulot.
Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeunes qui rejoignent les bandes? Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Souvent, ils n'ont plus leurs parents, ils se retrouvent à la rue, et c'est là qu'ils se font recruter par les gangs. C'est comme ça que ça se passe. La famille joue un rôle important. Viens, je vais te présenter Fanny. Bonjour. Bonjour, enchanté. Fanny Cordoba, 49 ans, a payé un lourd tribut à la guerre des gangs. Là, c'est mon fils aîné. Il s'appelait John Mario. Il a été assassiné au coin de la rue. Ils lui ont tiré dans le dos. Là, c'est Christian et John Mario encore. Et là, c'est Juan Carlos. Ce sont les 3 fils que j'ai perdus. Les trous dans le rideau, ce n'est pas de l'usure, mais des impacts de balles. Il y a quelques semaines, en pleine nuit, une voiture s'arrête et rafale la maison. La cible, le 4e et dernier fils de Fanny. Sa tête est mise à prix par un chef de gang. Voici les traces de balles, quand ils nous ont tiré dessus. On était en train de dormir sur le canapé avec les enfants. Vous étiez en train de dormir quand la fusillade a éclaté? Oui, c'est ça, tout le monde dormait. Quand ils ont tiré, les enfants se sont levés. Ils étaient debout et j'ai dû les plaquer au sol. J'avais tellement peur qu'une balle ne les touche. Fanny a aujourd'hui la garde de ses petits-enfants. Ils ont entre 2 et 9 ans et se souviennent à peine de leur père. Moi, je ne l'ai jamais connu, seulement en photo. Moi, j'ai connu mon papa. Et tu te souviens de lui? Non, je ne m'en souviens pas, j'étais trop petite. Et tu ne sais pas pourquoi il est plus là? Non. Ces orphelins sont les victimes collatérales d'un trafic sanglant. Une histoire qui se répète, règlement de compte après règlement de compte. Que s'est-il passé exactement avec vos fils? Ils faisaient partie d'un gang qui dealait dans le quartier. Mes fils ont voulu arrêter, sortir du gang. Ils les ont tués pour servir d'exemple? Oui, c'est ça. C'est dangereux d'être dans une bande parce que les bandes se font la guerre entre elles, mais c'est tout aussi dangereux d'essayer de quitter sa bande parce que les chefs vous tuent. Bien sûr que c'est dangereux. Les gangs, ils ont peur. Ils craignent que les jeunes repentis parlent et les dénoncent. C'est pour ça qu'ils les tuent. Et les morts s'enchaînent sans fin. L'histoire de Fanny est loin d'être un cas isolé. Et pour le padre Edilson, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Vous répondez quoi à ceux qui disent que la drogue fait vivre beaucoup de gens? C'est un mythe. Ceux qui disent que la drogue enrichit beaucoup de monde, ils mentent. En réalité, le trafic ne profite qu'à quelques personnes. Tant que la consommation augmentera à l'étranger, dans les discothèques, dans les bars, la violence continuera d'augmenter ici. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas autant de violence en Colombie. Malheureusement, personne à l'étranger ne se rend compte des conséquences désastreuses pour notre pays. Pour satisfaire une demande mondiale qui explose, les cartels produisent de plus en plus et exportent à tout va. Pour s'en rendre compte, nous quittons Cali et rejoignons la côte pacifique. Bienvenue à Buenaventura, premier port du pays. Ici, on exporte du café, du sucre et de la cocaïne. Les cartels glissent leur cargaison à bord de ces super tankers. Direction les États-Unis, les Caraïbes et l'Europe. Eux, ils sont avec moi. Le colonel Rodriguez, c'est le patron des stupes sur le port. Chaque année, 650 000 containers transitent ici. Autant de cash potentiel. Pour les narcos, c'est comme jouer au Lego. Cette année, on fait en moyenne 4 saisies par mois. En gros, une par semaine. Vous trouvez beaucoup de drogue destinée à la France? Pour la France?
Oui, on en trouve aussi. Il y a quelques semaines, on a saisi une cargaison de 110 kilos. Elle était destinée au Havre. Et la coke n'est plus seulement dissimulée dans les cartons de marchandises. Dans les containers particulièrement les plus grands, ils installent un double fond. Ils mettent un panneau qui a la même forme que la structure. Et dans ce genre de cachette, ils peuvent mettre jusqu'à 3 tonnes de marchandises sans qu'elles ne soient détectées. Qu'est-ce que vous faites? Là, je cherche de la drogue. En poudre ou en forme liquide. Ils en mettent parfois à l'intérieur même de la structure? Oui. Et dans la structure d'un container, on peut en planquer de la drogue. La veille de notre arrivée, les hommes du colonel Rodriguez ont filmé la saisie de 70 kilos de cocaïne destinée aux Pays-Bas. Des dizaines et des dizaines de tablettes que l'on nous expose fièrement. On peut observer que le produit vire au bleu turquoise. Ça indique la présence de cocaïne. 70 kilos de cocaïne, en Europe, ça vaut plus de 4 millions d'euros. Un marché très lucratif pour les narcos. C'est ici qu'on entrepose la drogue saisie. De vulgaires toilettes reconverties en salles des scellés. Ici, 187 kilos de drogue saisie ces derniers jours étaient destinés au continent européen. On a saisi 7 sacs comme celui-là à bord d'un conteneur qui partait pour la Belgique. Il y avait au total 187 paquets. Tiens, tu vois, il y a des marques sur les paquets, toutes différentes. C'est les logos des fabricants? Oui, c'est pour identifier les différents propriétaires qui envoient la drogue. Le colonel Rodriguez l'avoue, stopper le trafic dans le port est une mission quasi impossible. Notre travail à nous, c'est de les arrêter. Mais c'est comme si on était des gardiens de but et qu'on nous tirait 10 pénaltys en même temps et que nous, on devait tous les arrêter. On n'a plus affaire à des individus, mais à des structures très organisées. Chaque fois qu'ils arrivent à passer une cargaison, ça leur apporte tellement d'argent qu'ils peuvent investir en technologie, en logistique, bref, dans tout ce qu'ils veulent. Avec leurs moyens illimités, les narcos peuvent tout acheter, même la police. Sur ces caméras cachées, on voit des officiers accepter des pots de vin. Ces 2 dernières années, 2300 flics ont été virés pour corruption. Mais ce n'est pas tout. Pour avoir toujours un coup d'avance, les trafiquants sont aussi très inventifs. Voici une de leurs grandes trouvailles, des sous-marins. La base navale de Malaga, un petit musée de la marine version narcos. Ici, une dizaine d'embarcations utilisées pour transporter des tonnes de cocaïne. Ça, c'est un engin qui va sous l'eau. Il était arrimé à un autre bateau qui le tractait. Ce modèle, en forme de torpille, mesure 4 mètres. Il peut transporter 2 tonnes de coke. Mais il y a beaucoup plus grand, le 30 mètres de long. Ça, c'est un engin qui entre dans la catégorie des sous-marins. Alors, il ne peut pas naviguer ni se déplacer sous l'eau, mais il a la capacité de s'immerger complètement, ce qui le rend invisible pour les autres bateaux. Donc c'est moins risqué, mais ça doit coûter une fortune de construire ça. Ce type de sous-marin, ça leur coûte entre 3 et 4 millions de dollars à construire. Si on compare ça à ce que ça leur rapporte quand ils vendent la marchandise aux États-Unis, c'est rien. Ça représente moins de 10% de la valeur. On peut transporter combien là-dedans? Ici, il y en avait pour 8 tonnes de cocaïne. Ça fait combien la revente aux États-Unis? On parle de 240 millions de dollars. Avec ce type d'embarcation, les narcos peuvent rejoindre l'Amérique centrale, le Mexique et même les côtes américaines. En moyenne, 10 jours de traversée. Dans la flotte des narcos, le modèle le plus utilisé, c'est le semi-submersible. Une sorte de hors-bord à la Batman, quasi indétectable pour les radars.
Jusqu'ici, c'est un bateau de plaisance normal. Mais à partir de là, les trafiquants ont ajouté une couverture. Ça protège l'embarcation et surtout, ça la rend moins visible en mer. Du coup, c'est très difficile de les repérer quand ils sont en mouvement. Oui, ça réduit considérablement leur silhouette. On passe de 2 mètres hors de l'eau à seulement 30 cm visibles. Un bateau furtif, presque impossible à traquer. Pour les gardes-côtes, les arraisonner en pleine mer relève de l'exploit. Comment est-ce qu'ils les construisent? Leur mode de fabrication est assez dingue. Ils les construisent dans un endroit reculé, où il n'y a pas d'électricité, même pas de grue. Ils recrutent des gens qui connaissent bien la jungle, généralement des gens qui y vivent, pour transporter le bois, la fibre de verre, l'acier et tous les matériaux nécessaires. Voici les images rares d'un chantier démantelé dans la jungle. On y voit un semi-submersible en pleine construction, sous une grande bâche, pour ne pas être repéré depuis le ciel. Des rondins de bois servent à faire avancer l'embarcation. Après, la marine colombienne est incapable d'expliquer comment ces sous-marins de fortune arrivent jusqu'à la mer. Notre visite se termine par la dernière prise de la marine. C'était quelques semaines avant notre arrivée. Ils mettent la marchandise avant de couvrir l'embarcation. Ah, donc ils mettent toute la drogue à l'intérieur du bateau et ensuite ils le recouvrent. 3 personnes étaient à bord. Un pilote, un mécanicien et le responsable de la marchandise. Alors ici, vous avez la cabine. C'est là que le pilote dirige l'embarcation. Et puis derrière, vous avez ce qu'on appelle la salle des machines, où se trouve le moteur. Combien gagne l'équipage? Celui qui gagne le plus, c'est celui qui pilote l'embarcation et qui contrôle le GPS. On parle d'environ 50 000 $ pour la traversée. En 25 ans, la marine colombienne a intercepté 170 semi-submersibles. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. À l'époque d'Escobar, la Colombie produisait et exportait 113 tonnes de cocaïne par an. Un quart de siècle plus tard, le pays en exporte près de 1400 tonnes, partout dans le monde. Notre voyage sur les routes de la cocaïne continue. Après la Colombie, on partira en Guyane à la rencontre des mules. Elles sont des milliers chaque année à risquer leur vie pour alimenter la métropole. Le plus grand danger, c'est s'il y a un éclatement d'une boulette et une diffusion de cocaïne, eh bien c'est la mort. On ira aussi à la rencontre des nouveaux consommateurs, marins-pêcheurs, artisans, infirmiers. S'ils prennent de la coke, c'est pour tenir au boulot. Il y avait les infirmiers qui vendaient au bloc opératoire et il y avait beaucoup de consommateurs. Notamment un médecin du SAMU qui saignait tout le temps du nez. Merci d'être avec nous. Ce soir, on voyage ensemble sur les routes de la cocaïne. Nous étions tout à l'heure dans les labos clandestins, mais entre les producteurs colombiens et les consommateurs français, il y a les passeurs. Aujourd'hui, 20% de la coke consommée en métropole transite par la Guyane. Des milliers de mules qui prennent l'avion chaque année pour alimenter l'Hexagone. Avec Sylvain Pierron, on a rencontré ces Français prêts à risquer leur vie pour quelques milliers d'euros. La Guyane, un petit bout de France posé en Amérique du Sud, à la lisière de la forêt amazonienne. Un département placé malgré lui sur la route de la cocaïne, entre la Colombie et la métropole. La zone clé du trafic est à l'ouest, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. On est sur le fleuve Maroni, juste ici c'est la Guyane, la France, et en face, à quelques centaines de mètres à peine, c'est le Suriname. Une grande partie de la cocaïne ingérée par les mules guyanaises est conditionnée là-bas. Cap sur Albina, au Suriname. Une situation géographique et un climat politique qui font du pays une plaque tournante du trafic. Même le président de la République a été condamné pour trafic de cocaïne. La coke arrive en grande partie de Colombie. Elle est achetée par des grossistes qui la coupent, puis l'exportent en petites quantités. L'une des nombreuses petites mains du trafic a accepté de répondre à nos questions et de nous montrer à quoi ressemblent les ovules.
les boulettes de cocaïne ingérées par les mules. Ces ovules-là, elles sont prêtes pour l'ingestion? Oui, elles sont prêtes à être ingérées. Peut-être qu'avec une petite soupe, ça aidera. Pourquoi ça aide? Oui, ce sera plus facile à avaler. Voilà les fameux ovules. À l'intérieur, il y a 10 grammes de cocaïne. C'est léger, c'est surtout très compact. En moyenne, les mules en ingèrent entre 60 et 100 avant de tenter le voyage. 6, 8, 10 grammes, à la mule de choisir les ovules qu'elle ingère. En tout, elle peut transporter entre 600 grammes et 1 kg de cocaïne. Comment vous trouvez des gens prêts à faire la mule? Tu ne les cherches pas. Ce sont les gens qui viennent à toi, car ils savent que nous savons faire des ovules de bonne qualité. Elles ne se cassent pas dans le ventre. Ils vous demandent de l'aide, car ils ont besoin d'argent. Le Graal pour les trafiquants du Suriname, ce sont les jeunes Guyanais dotés d'un passeport français. Pour eux, c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Mais ici, on nous l'assure, si on transforme des jeunes en passeurs, ce n'est pas par gaieté de cœur. Ce produit, ce business, ça tue du monde. Oui. Ça vous fait quoi d'y participer? Bon, on fait pas ça parce qu'on est de mauvaises personnes. On le fait parce que nos conditions de vie nous y obligent. On ne reçoit aucune aide. Vous ne vous sentez pas coupable? Si, bien sûr. Mais des gens viennent te voir en te disant qu'ils veulent le faire car ils ont des enfants, ou ils sont malades et ils ont besoin d'argent pour payer le médecin. Vous savez, ma propre mère a dû faire la mule. Je connais les conséquences. Elle l'a fait pour nous, pour survivre. Elle n'avait pas le choix. La plupart des mules guyanaises ingèrent les boulettes de cocaïne directement sur place, au Suriname. Ensuite, elles doivent passer côté français. Souvent, une simple formalité. Chaque jour, près de 1000 pirogues font le va-et-vient entre les deux rives. On peut un petit peu passer comme on veut d'un côté à l'autre, quoi. On est voisins, ici. C'est marronnier. On a entendu qu'il y avait un problème aussi de transport de drogue, notamment de cocaïne. Peut-être qu'il y a des gens qui transportent de cocaïne, parce que la personne est comme toi. Tu peux jamais la connaître. Qui a les cocaïnes sur lui? Ici, tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. J'ai entendu dire qu'on transportait beaucoup de choses sur le fleuve. Ouais, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Ah bon, vraiment? Nous traversons cette frontière poreuse entre les deux pays. Bon bah voilà, ça y est, on est en France, ça nous a pris quelques minutes et on n'a pas été contrôlés comme des dizaines et des dizaines de bateaux tous les jours. La police aux frontières semble bien impuissante. Une seule vedette pour contrôler les 500 km de frontières fluviales entre la France et le Suriname. Les autorités locales ont refusé toutes nos demandes de tournage, mais un policier a accepté de témoigner par téléphone. 1000 passages de pirogue par jour, c'est un casse-tête pour vous? Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas l'organisation qu'il faudrait pour pouvoir contrôler un tel fleuve. En gros, c'est une vraie passoire, cette frontière. Ah non, mais très clairement, oui. On est sur une frontière qui ne peut être contrôlée. La Guyane est grande comme le Portugal. Est-ce que vous pensez que le Portugal a 300 policiers qui s'occupent de ces frontières? Des contrôles quasi inexistants, un argument de plus pour recruter les mules. Et des candidats côté français, il y en a. En Guyane, le taux de pauvreté atteint 44%. La moitié de la population vit avec à peine 500 € par mois. Une de ces nombreuses mules a accepté de nous raconter son histoire. Maria, nous l'appellerons ainsi, a déjà fait 9 fois le trajet entre Cayenne et Paris. Vous aviez quel âge la première fois que vous avez fait ça? 22 ans. Comment est-ce que ça s'est passé la première fois? Encore, la première fois, c'est à cause d'une copine à moi. Elle avait l'habitude d'aller. Elle m'a dit, viens avec moi, c'est facile de passer. Quand je suis allée, j'ai trouvé 3 000 €. On vous a donné 3 000 €? Oui. Vous êtes revenu avec combien d'argent au final ici, en Guyane? Pas dire, même pas 100 €. Même pas 100 €? Non, parce que j'ai acheté des vêtements pour mes enfants et tout. J'ai payé l'avion moi-même. L'avion de retour? Oui. Ce ne sont pas les trafiquants qui le payent, c'est vous? C'est moi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, d'avoir pris tous ces risques
et de rentrer avec à peine 100 € en poche? Ça sert à rien. Comment est-ce que ça se passe, le vol, quand on a les ovules à l'intérieur de soi et qu'on est comme ça pendant des heures dans l'avion? Quelles consignes on vous a données On te dit, il ne faut pas tout manger. Parce que peut-être il y a des trucs que tu vas manger, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes. Cayenne-Paris, 9 heures de vol, la boule au ventre. Les autorités estiment qu'il y aurait une dizaine de mules par avion. Et des vols Cayenne-Paris, il y en a 2 par jour. Soit plusieurs milliers de mules potentielles qui font le voyage chaque année. Maria a réussi à passer 6 fois sans encombre. Au 7e trajet, elle se fait arrêter avec 1 kilo de cocaïne. Quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis fait arrêter. À Orly? Oui. Il y avait 7 mois de grossesse. C'est dans la prison que je suis accouchée à l'hôpital de Cayenne. C'était difficile, c'était pas un peu difficile, c'était difficile pour moi. Votre enfant est né pendant que vous étiez en détention? Oui. Oui, la femme ancienne ne reste pas en prison quand tu vas rentrer en domiciliaire et tout ça. Vous êtes actuellement enceinte? Oui. Il y a des gens qui vous appellent en vous disant « Viens, on recommence ». Oui. C'est plus intéressant pour eux. Les femmes enceintes, ils ont l'impression qu'il y aura moins de suspicion. C'est ça que je pense. Dans la prison à Cayenne, vous avez vu beaucoup de femmes qui, elles aussi, étaient là pour les mêmes raisons? Presque tout. Presque tout le monde? Oui. Après son séjour en prison, Maria s'est laissée convaincre 2 fois de plus. Des quantités plus petites et dissimulées différemment. Bon, j'ai caché... Comment on va le dire? Sur mes fesses. J'ai réussi à cacher 250 grammes. En mettant tous ces ovules à l'intérieur de votre anus, vous n'avez pas eu peur que ça éclate, que ça... Non. Ils disent que c'est bien fait et tout. Ça va rien se passer. Après 9 trajets, ces 4 enfants ont enfin réussi à la convaincre de ne plus recommencer. Trop dangereux pour sa santé. Un risque bien souvent sous-estimé par les mules et minimisé par les trafiquants. Au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, les médecins assistent impuissants à l'explosion du nombre de cas depuis 3 ans. Venez, je vais vous montrer un cas d'un scanner chez un patient qu'on a eu il y a 2 jours. Vous voyez toutes qui ressemblent à des petits boudins là. Ça, c'est des boulettes de produits stupéfiants. D'accord? Il est arrivé, le premier scanner contenait 80 boulettes. Là, il en a évacué quelques-uns, il en reste une 30aine. Concrètement, quels sont les risques médicaux pour les personnes qui font la mule? Le plus grand danger, c'est s'il y a une fissuration, encore ça peut aller, mais s'il y a un éclatement d'une boulette, il y a une diffusion de cocaïne. Donc le contact avec le sang est automatique, c'est comme si on s'injectait une dose de cocaïne dans les veines. Eh bien, c'est la mort. C'est la mort très très rapidement, dans les 5 à 10 minutes. Un seul ovule de cocaïne qui éclate dans le corps, oui. C'est la mort assurée? C'est la mort assurée. Un risque d'overdose en plein vol qui ne dissuade pas les mules de tout âge. C'est quel profil de patient que vous recevez ici? On voit du tout, on voit des enfants, on voit des personnes âgées. On a même un record, une personne de 80 ans. Donc voilà, on voit du tout, on voit maintenant on voit plutôt de jeunes filles, des femmes enceintes. Vous avez vu une augmentation du nombre de mules qui arrivent ici ces dernières années? En 2017 et 2018, c'était la catastrophe. En moyenne, on en a 2 par jour. Et dans les grandes semaines, on peut en avoir au moins 3 à 4 par jour. Comment vous l'expliquez, cette augmentation? Je pense qu'il y a un phénomène de mode. Et puis, je pense aussi qu'il doit en avoir beaucoup qui passent. Donc, tout le monde se passe le mot en disant « Non, t'inquiète, tu vas passer. » Et une fois qu'ils sont passés, ils se font de l'argent. Et il n'y a pas que dans le corps que la drogue est transportée. Loin de là. Certains trafiquants ont de l'imagination. La cocaïne est cachée dans des fruits, des bougies ou encore du poisson. En 2018, 1 tonne de cocaïne a été saisie, le double de l'année précédente. Au total, 1349 passeurs de cocaïne guyanais ont été interpellés l'an passé. Et les recruteurs attirent dans leur filet des mules de plus en plus jeunes. Nous sommes au collège Arsène Bouillet d'Angoma, à Saint-Laurent. Dans la cour, on joue au foot, on chahute, bref, un bahut normal. Sauf que ce matin, à la place du cours de maths, certains élèves ont un atelier un peu particulier.
Bonjour à tous. Hein. Vous allez bien? Je suis content de vous voir. Ça fait un moment que j'essaie d'intervenir ici. On va donner des informations qui peuvent servir votre entourage, ou même qui pourront vous servir peut-être plus tard aussi. Gilbert est animateur. Il sillonne les collèges de la région pour sensibiliser les jeunes aux problèmes du trafic. Sa technique, un jeu de rôle grandeur nature, où les collégiens jouent tour à tour la mule, les recruteurs ou les douaniers. Les trafiquants et tout ça, tenez, vous voulez des fusils? Le scénario du jour, cet ado va jouer une jeune fille enceinte qui se fait approcher pour devenir mule. Vous êtes qui? Nous sommes des amis. On va apprendre à faire connaissance. T'as besoin d'argent ou pas? On doit acheter des trucs pour ton bébé. Oui, bien sûr. Quand on échange quoi? On échange de 50 boules. 50 boules? 50 boules. Tu pousses un peu le bébé, laisse un peu de place. Les scènes vont s'enchaîner. Oui, je décide de partir. Le niveau de la performance est bluffant. C'est de l'impro, mais on a l'impression que les élèves connaissent tout ça par cœur. Bon, on va pas parler beaucoup. Je vais transporter la drogue jusqu'à Orly. Fais attention, si on te tient, tu verras. T'as pas à nous dénoncer. Tu nous dénonces. Ta famille, elle aura affaire à nous. Tu veux que ça soit dans ton corps, dans ton sac? Non. Dans le ventre. Dans la valise. Les chiens peuvent renifler ça vite fait. Et s'ils connaissent le sujet sur le bout des doigts, c'est pour une raison simple. Ces ados de 14-15 ans peuvent être une proie facile pour les recruteurs qui rôdent à la sortie des écoles. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent des gens qui ont fait la mule? Tout le monde. T'en connais combien? 5. Notre but, c'est vraiment que vous vous questionnez. Parce que les gens qui vont venir vous aborder dans la rue, eux, ils vont venir avec plein d'arguments bien solides pour que vous allez faire la mule. Vous en pensez quoi des activités comme ça? Parce que ça sert à rien de risquer sa vie pour quelque chose d'inutile. Déjà, ça prévient, comme ça, il y aura moins de mules, comme ça, les gens seront déjà prévenus. Comme ça, si un jour on vient les aborder, ils sauront comment répondre. Des sessions prévention essentielles, mais qui, face à l'ampleur du phénomène, ne suffisent pas. Pour s'en rendre compte, il suffit d'emprunter la même route que celle des mules. 250 km, direction Cayenne, le chef-lieu de la Guyane. Ici, les ghettos s'appellent Chicago, Texas ou encore le village chinois. Dans ces quartiers laissés à l'abandon par les autorités, le taux de chômage des jeunes atteint les 32%. Alors pour qu'ils ne fassent pas la mule, certaines bonnes âmes donnent de leur temps. T'arrives pas à viser là. Le coach ici, c'est Naël. Allez, encore 2 tours. Un champion de boxe et de MMA. Il y a 10 ans, il a monté une asso, les Frères de la Crique. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Solide. Ici, évidemment, on boxe. Bonjour Martin, ça va? Mais le vrai combat est ailleurs. Faut savoir que dans mon quartier, j'ai que 3 catégories de jeunes. Il y a ceux qui sont allés, ceux qui vont y aller et ceux qui veulent y aller. C'est-à-dire que j'ai des enfants de 14 ans qui te disent, mais moi, quand j'ai 18 ans, je prends un billet d'avion, je vais faire la mule. Pour eux, c'est... Voilà. Donc moi, j'ai élaboré un petit programme pour pouvoir les suivre pendant 1 an. Ou pendant ce temps-là, je contrôle leur agenda, je leur dis quoi faire, je les protège. Quoi. Et la plupart des jeunes, les jeunes qui sont là ici aujourd'hui, ils sont approchés par des gens qui leur proposent... Oui, c'est-à-dire que là, ils sont là avec moi, mais 5 minutes plus tard, ils parlent avec un dealer qui leur propose d'aller faire des bêtises en France. C'est ça leur réalité, en fait. Tous ont déjà été approchés par des trafiquants. Certains sont même passés à l'acte. Pourquoi est-ce que vous venez ici à l'entraînement? Madame la boxe, ça empêche les problèmes. Quel type de problème? Les bagarres, les meurtres, des choses comme ça. On fait un reportage, nous, sur les mules. Vous avez déjà été approché pour faire ça? Moi, je mens pas, moi. Oui, je l'ai déjà fait une fois. Moi, que j'avais besoin. J'avais mon fils, il n'avait pas, et tu fais ça, vu que je ne travaille pas, je ne vais pas aller voler. Voler, c'est un truc que je ne vais pas faire. Les mecs qui font ça, ils proposent combien en gros? Moi, j'allais gagner 5 000, 6 000. Ça dépend de ce que tu emmènes. C'est plus qu'un salaire.
Donc après, c'est Naël qui m'a aidé. On a sorti des problèmes, maintenant je travaille. Il y a des jeunes qui pensent aussi que c'est cool, parce que c'est cool de jouer un peu le bambou. Il y a ça qui joue ou pas pour les mules ou pas tellement au final? La plupart, ici en Guyane, quand tu passes, quand tu vas la drogue ici pour aller en France, tu passes, tu arrives à passer, ils te respectent. Ah ouais, c'est genre, c'est cool de faire la mule. Ouais. Voilà, donc ils te respectent un peu plus. Ces jeunes retrouvent avec Naël un cadre et un semblant d'autorité. Tous adhèrent à sa méthode musclée. Ce que j'appelle la méthode de politesse. C'est quoi la méthode de politesse? C'est-à-dire que je leur applique une technique martiale où ils ressentent une douleur qui n'est pas spécialement dangereuse. Mais après avoir ressenti cette douleur-là, soit ils abandonnent, soit ils restent à vie. Ça ressemble à quoi? Je les tape au sol et là, je mets ma poids sur leur plexus. Et je leur demande c'est qui le boss? C'est qui le boss? C'est toi. Voilà, c'est bon. Tu plus ping-pong, tu vois. C'est bon? Ah ouais. Apprends le respect. Après la leçon d'humilité, Naël nous emmène à Chicago, l'un des quartiers les plus défavorisés de Cayenne. Tu veux quoi? Maracuja, c'est cool. Maracuja. Ici, le champion de boxe remise les gants pour endosser son rôle de grand frère. Merci. Et les jeunes de Naël ne font pas que distribuer des bonbons. On dit merci. Tous les jours après les cours, ils raccompagnent les élèves chez eux pour les éloigner des bandes. Une première étape, mais selon Naël, pour que les choses changent vraiment en Guyane, il faudrait aller plus loin. Je considère que nous sommes dans une guerre sociale. C'est terrible chez nous. Ils vont faire la mule parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives sociales. À partir du moment où ils savent qui ils sont, à partir du moment où ils ont des objectifs, l'histoire de mule, ça ne les regardera plus. Regarde, je prends l'exemple de mes jeunes. Occuper les jeunes, c'est déjà un début? Oui, occuper les jeunes, c'est un début, mais il faut leur donner un sens, un objectif, un espoir. L'espoir. Ultime rempart contre une situation devenue incontrôlable. L'an dernier, entre 3 et 4 000 mules auraient fait le voyage vers Paris, soit près de 9 tonnes de cocaïne, pour alimenter les consommateurs de la métropole. Ne bougez surtout pas, on se retrouve dans 2 minutes pour partir à la rencontre des nouveaux consommateurs. Des toilettes des lycées jusqu'au bateau des marins, la cocaïne est aujourd'hui partout et souvent là où on ne l'attend pas. On commence avec 1 gramme, et puis le gramme ça ne suffit pas. Moi pour ma part, j'étais à une dizaine de grammes par quinzaine. Il y avait des fermiers qui vendaient au bloc opératoire, et il y avait beaucoup de consommateurs. Notamment un médecin du SAMU qui saignait tout le temps du nez. On reviendra aussi sur le phénomène Escobar, le plus grand narcoterroriste de l'histoire fascine. En Colombie, les tours opérateurs l'ont bien compris. Là-haut, c'était la chambre de Pablo Escobar, dit la chambre des plaisirs. Il avait un lit vibrant. La vraie histoire est tellement dingue qu'on a du mal à y croire. Mais aujourd'hui, on apprend que ça s'est réellement passé comme ça. Je vais vous montrer la photo. Oh mon Dieu. Oh, c'est incroyable. Merci d'être avec nous pour ce voyage sur les routes de la cocaïne. Après les producteurs en Colombie, les passeurs en Guyane, on va s'intéresser aux nouveaux consommateurs. Plus de 2 millions de Français en ont déjà pris. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, la cocaïne est plus accessible, moins chère et surtout, elle est partout, notamment là où on ne l'attend pas. Avec Sarah Braque, on est parti à la rencontre de ces nouveaux consommateurs. Notre premier rendez-vous n'est pas avec un trader, ou à la sortie d'une boîte de nuit, ou dans un beau quartier parisien. Non. Notre premier rendez-vous, c'est à Saint-Malo, sur les côtes bretonnes. Nous retrouvons un homme qui a passé 15 ans de sa vie sur les bateaux. Bonjour. Bonjour. Son surnom, c'est Yannick. Il est marin-pêcheur. Là, t'as le plat en grillé, là. C'est sur des bateaux comme ça que vous partiez? Non, moi, plus grand. Yannick est un ancien accro à la cocaïne. Cette drogue a rythmé ses sorties en mer. Il a accepté de se confier sur ce phénomène beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine.
Pourquoi est-ce que vous témoignez, mais sans qu'on vous reconnaisse? Il y en a beaucoup qui me connaissent ici, et il y en a beaucoup qui ne seraient pas d'accord de parler de ça. Moi, je pense que c'est nécessaire maintenant de connaître le milieu de la mer et sa dangerosité. La première fois qu'il a pris de la cocaïne, il avait 24 ans. C'était sur un bateau 3 ans après ses débuts, poussé par les conditions de travail intenses et un rythme trop soutenu. Vous étiez fatigué, à bout? Ah oui, on est amorphe quand on fait 72 heures, 78 heures sur le pont sans pouvoir dormir. Manger une banane ou une pomme, un petit casse-dalle vite fait entre deux, c'est un métier à part. Il faut l'aimer pour faire ce métier-là. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi une journée type sur un bateau de pêche? Boulot, boulot, boulot. C'est très physique. On peut rester du lundi jusqu'au mercredi sur le pont. Sans dormir? Ah oui, c'est très dur. Comme d'autres marins avant lui, Yannick cède à l'appel de la cocaïne. C'est des choses qui sont fréquentes sur les bateaux, ça? On commence à apprendre avec les aînés, justement. Sur 7 gars à bord, il y en avait 4-5 qui en prenaient. Quand tu vois les autres speeder et puis que toi, tu es au ralenti, merde, pourquoi pas moi? Allez, vas-y, tiens, j'en prends. Et puis c'est sûr qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tu sens la pression monter. Tu cherches pas à comprendre, tu fonces. Et puis après, je pouvais plus en passer. Parce que je me sentais plus fort. Un sentiment de puissance trompeur et surtout éphémère. Alors pour le faire durer, Yannick va rapidement augmenter sa consommation. On commence avec 1 gramme. Et puis le gramme, ça ne suffit pas. Donc on va en prendre 2, 3, 4, 5. Moi, pour ma part, j'étais à une dizaine de grammes par quinzaine. Vous partiez en bateau pour 2 semaines avec 10 grammes sur vous? Voilà. Un peu d'héroïne pour descendre. Parce que la cocaïne, c'est assez violent quand même. Et on prenait l'héroïne pour justement baisser le rythme et dormir une petite heure. Cocaïne, héroïne, des drogues qu'on ne s'attend pas à trouver dans le monde de la pêche. Pourtant, pour les marins, elles sont faciles d'accès quand ils débarquent en Angleterre ou en Irlande. Le gramme coûte entre 40 et 50 euros, soit 20 à 30 euros moins cher qu'en France. Il y a toujours 2-3 mecs, tu les reconnais de toute manière, qui est sur les quais, ils voient un petit bateau français, ah tiens, hop, ils savent le métier que c'est. Donc ils viennent quoi. On n'a pas à chercher 500 ans pour trouver. Pour s'en sortir, Yannick a dû s'éloigner de son métier et des chalutiers. Il est aujourd'hui en arrêt maladie. Le fait de consommer en mer à cause du boulot, ça fait que vous vous êtes retrouvé à consommer Oui, et pire que consommer même. Mais quand je me suis vu arriver à la piqûre de cocaïne, je me suis dit, aïe, 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 là j'ai un gros problème et je me suis battu contre ça. C'est pour ça que j'ai arrêté mon métier, pour essayer de m'éloigner un peu de ça. Ça fait combien de temps que vous êtes clean aujourd'hui? On va pas parler clean, parce que je fais encore des petits extras de temps en temps. Ça m'arrive 1 ou 2 fois dans l'année, hein. Je vais pas vous cacher. Alors, vous êtes sur le bon chemin? Ouais, je pense. Ouais. Yannick n'a rien d'un cas isolé. Autrefois réservé aux plus aisés, la cocaïne, plus accessible, est maintenant prisée par tous les milieux sociaux. En France, plus de 2 millions de personnes ont déjà essayé. Et surprise, en tête des consommateurs, des professions inattendues. Les artisans d'abord, puis les ouvriers, suivis des cadres. Pour en parler, direction la Charente. Nous avons rendez-vous avec le docteur Battel. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci, bienvenue. Addictologue depuis 30 ans, dont 28 passés à Paris. Qu'est-ce que vous avez remarqué en arrivant en Charente, à Angoulême? Il y a ma grande surprise que ce qu'on dit est vrai. La cocaïne est partout, y compris au fin fond de la Charente, même dans le milieu rural, et dans une population auquel je ne m'attendais absolument pas. Aujourd'hui, on ne consomme plus seulement pour faire la fête, mais pour se booster au travail. Il y a une tendance lourde qui est il faut être efficace. Il faut être efficace, il faut être assertif, il faut vendre, il faut être convaincant, il faut être en forme. Et ça, la théorie voudrait que la cocaïne aide à ça. Oui. Or, c'est une fiefée trompeuse, la cocaïne. Dans un premier temps, elle va être plutôt sur les systèmes excitateurs. Sauf que votre cerveau, il va s'adapter assez rapidement et il va
provoquer d'abord de la tolérance, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir plus de produits pour pouvoir avoir le même effet. Et puis, il y a des modifications cérébrales qui vont soit entraîner de la dépendance, soit entraîner de la véritable souffrance. Au-delà de la dépendance, la coke peut provoquer des attaques cardiaques, des dégâts neurologiques ou psychiatriques, délire, crise d'angoisse et déprime. Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette consommation? Ça dit qu'on ne se suffit pas à soi-même et qu'on veut être des surhommes. Cette société est en train de se caler sur cette tyrannie de la performance. Trop d'heures, trop de travail, trop de pression. Un milieu en est l'incarnation. L'hôpital rend-il malheureux ceux qui y travaillent? Presque un médecin sur deux souffre d'au moins un symptôme caractérisant le burn-out. L'hôpital est malade, c'est une évidence, mais est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'on peut le sauver? Thomas en a fait les frais. Infirmier depuis 15 ans, il bascule lorsque l'hôpital augmente ses vacations de 7 heures à 12 heures par jour. Alors un midi, il craque. Il manquait du monde, il manquait du personnel, il manque beaucoup de personnel à l'hôpital. J'avais commencé à 5 heures du mat. C'était pendant ma pause déjeuner. J'ai appelé un dealer qui est venu me livrer parce que j'en pouvais plus. Et j'ai sniffé dans les toilettes. Et mon après-midi a été beaucoup plus facile. J'étais capable de faire toutes mes tâches plus rapidement, plus précisément. C'était l'illusion en tout cas. Cette illusion va le rendre accro. Sa consommation ira jusqu'à 4 grammes de cocaïne par jour. Une quantité énorme dont les prises rythment ses journées. Je commençais déjà à sniffer dans ma voiture. Puis je sniffais juste avant de prendre mon poste. Et puis avant de faire une perfusion, avant de faire une injection, avant de faire une toilette. Et puis des fois même j'arrêtais mes soins pour aller sniffer. C'était devenu une obsession en fait. Tout était prétexte à consommer. Ça s'est ressenti dans votre travail, dans la qualité des soins que vous avez prodigués à ce moment-là? Moi sur le coup je pensais que ça se ressentait pas, je pensais être au top. Mais avec le recul, j'étais isolé, je ne parlais plus à mes collègues. Je faisais ce que j'avais à faire en solo. J'arrivais à mon heure, je partais à mon heure, mais je parlais plus. Vous êtes un peu en train de décrire une vie de zombie, quelque part. Zombie, complètement. Parce que c'est ce qu'on devient avec la cocaïne, un zombie. Thomas cumule les semaines de 60 heures, loin des 35 heures syndicales. Même tarif pour ses collègues. À l'hôpital, on est beaucoup à consommer. Ça reste secret, ça reste des non-dits, mais il y avait des dealers dans l'hôpital. Au sein de l'hôpital? Ouais. Dans les équipes soignantes? Il y avait un infirmier qui vendait au bloc opératoire. Il y avait un anesthésiste, un interne en anesthésie qui vendait aussi. Et il y avait beaucoup de consommateurs. Il y a des médecins? Il y a des médecins. Qui font ça aussi? Bien sûr. Notamment un médecin du SAMU qui saignait tout le temps du nez. Et qui consommait énormément, je me rappelle. Selon Thomas, c'est un mal répandu. Mais à ce jour, il n'existe aucune étude, aucun chiffre sur la consommation de drogue dans le milieu hospitalier. Le sujet est trop tabou. On n'a pas à discuter de ça, on est dans un service public, on doit recevoir tout le monde, on doit soigner tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un nom sur un planning, qui soit là, qui fasse le travail, bien ou mal, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. La cocaïne, c'est pas l'alcool, je titube pas, et mis à part mes pupilles qui sont hyper dilatées, je marche droit et je fais les choses. C'est quand même dingue que dans des entreprises qui s'occupent de soigner les gens, on prête pas un tout petit peu attention à l'état des soignants. Il y a deux places, il y a le soignant et le patient. Si ça va pas, tu passes du côté patient. Son addiction lui coûte jusqu'à 800 € par semaine. Alors il se met à voler. D'abord ses patients, puis un soir, des inconnus, dans la rue. J'arrivais à la fin de mon pochon. Il me fallait de l'argent, j'en avais plus. Et donc, je suis allé près d'un distributeur. J'ai vu un monsieur qui est retiré de l'argent. Au moment où les billets sont sortis, j'ai arraché les billets. Voilà. J'ai fait ça 3 fois dans la même journée. Vous en êtes venu à agresser des gens dans la rue? Complètement. Le produit m'a modifié complètement. Pour ces vols, il fera 6 mois de prison. À sa sortie, il décide de se faire aider. Aujourd'hui, l'infirmier est accompagné par une association et abstinent depuis 15 mois. Vous pensez qu'on a tendance à oublier que ça reste une drogue dure? Complètement. Je trouve que c'est banalisé, alors qu'en fait, c'est la pire des drogues. Je pense vraiment que la cocaïne, c'est la pire des drogues. Maintenant que je suis abstinent, quand je repense à ces 10 années de consommation, je me dis, mais c'était l'enfer. Ce que j'ai vécu, c'était l'enfer, en fait. En France, cette drogue touche tous les milieux et un public de plus en plus jeune. Selon une étude récente, l'accès aux produits illicites se révèle bien simple.
46% des 14-24 ans estiment qu'il est facile d'obtenir de la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA ou du GHB. 34% d'entre eux sont mineurs. Les dealers se sont donc adaptés à l'âge de leur nouvelle clientèle. Comme à Toulouse, où ils utilisent Snapchat, le réseau favori des jeunes, pour présenter leurs produits, ici surnommés écailles de poisson. Leurs tarifs sont à la carte, d'un demi à 10 grammes. Le tout from Medellín, bien sûr. Ils font aussi des promos pour fidéliser le client. Et pour être sûr que le consommateur ne se perde pas, des petits tutos montrent le chemin jusqu'au lieu de transaction. La famille, ça bouge pas, toujours pareil. Le cacao est fait, ce que c'est. Hey. Dans d'autres villes, même plus besoin de se déplacer. La coke, c'est tubérisé. Désormais, un simple SMS suffit pour passer commande. Et aujourd'hui, la livraison de coke serait plus rapide que celle d'une pizza. Chaque soir, des dizaines de voitures et de scooters arpentent les rues pour livrer leurs produits. Avant sa tournée, nous retrouvons l'un de ces dealers itinérants. Bonsoir. Bonsoir. Théo livre depuis 7 ans. Le gramme de cocaïne, il le vend 70 €. La moyenne, c'est une demi-heure. En une demi-heure, c'est fait? En une demi-heure, c'est fait. Après, ça dépend pour les gens comme moi qui sont dans la ville. On peut être livré en 10-15 minutes, tu vois, ça dépend. Vous pouvez même faire 3 clients dans la même rue. Vous vous imposez des délais de livraison, justement? Ouais, bah oui, plus on est rapide, plus le client il vous rappellera. C'est la concurrence entre tous les dealers qu'il y a aujourd'hui qui imposent ça aussi. Il faut être rapide parce que sinon le client appellera quelqu'un d'autre. Oui, bah oui. Un client, il doit peut-être avoir 4, 5, 6, 7 dealers. Celui qui se démarquera, c'est celui qu'on appellera souvent. Par rapport à la qualité et à la rapidité. Qualité, rapidité et marketing. Désormais, c'est le dealer qui relance ses clients. Salut, c'est Tom, dispo avec une grosse promo Black Friday. Salut, c'est Lily. Happy Hour. 2 achetés, 1 offert. De 22h à minuit. J'espère que tu passes de bonnes fêtes. Je te rappelle que je suis dispo 24/24, 7 jours sur 7. Ces contacts sont une mine d'or. Les numéros de téléphone se revendent comme un fonds de commerce. Ça vaut cher, cette base de clients que vous avez? Ouais, ça peut valoir cher, ça dépend comment tu tournes. C'est-à-dire, tu peux vendre tes contacts selon ce que toi tu fais, par exemple à l'année ou au mois. Tu sais à peu près combien tu peux la vendre, tu vois. 400, 500 numéros, tu peux la vendre minimum 50 000 €, voire plus. Pour Théo, le business roule. Il vend en moyenne 10 grammes par soir, jusqu'à 20 grammes le week-end. Une activité bien sûr illégale. Il risque entre 5 et 10 ans de prison. Vous faites combien en moyenne dans une soirée comme ça? Bah, après, il y a les bonnes soirées et les mauvaises soirées. Une mauvaise soirée, tu peux te faire 500 €. C'est quand c'est vraiment calme. Après, dans une soirée, tu peux monter à 2-3 000 €. En moyenne par mois, ça fait combien dans votre poche? Ça peut monter dans entre 15 et 20 000 €. Le produit que vend Théo, nous l'avons fait analyser. Direction l'hôpital de Garches pour retrouver le professeur Alvarez, chef du service toxicologie. On a aujourd'hui des poudres en moyenne de 54% depuis 2 ans. Et cette pureté, elle est de 7% à 86%. Avec une moyenne à 54%, on était curieux de connaître les produits de coupe utilisés. Voici ce qu'on retrouve le plus souvent. Caféine, farine, sucre, des produits du quotidien et d'autres plus surprenants. Le lévamisole, un antiparasitaire interdit pour l'homme depuis 1998. La phénacétine, l'ancêtre du paracétamol, l'hydroxyzine, un anxiolytique, et la lidocaïne, un anesthésiant local. La liste est longue. Des produits de coupe dangereux, mais le plus gros risque vient de la cocaïne elle-même. Les analyses de la poudre que vous nous avez procurée ont révélé de la cocaïne à 91%, donc une cocaïne particulièrement pure. Une cocaïne aussi forte, ça peut être dangereux pour l'utilisateur parce que c'est trop pur? Absolument. On a des overdoses de cocaïne, absolument. Des gens qui probablement tombent sur des poudres particulièrement fortement dosées et qui vont en prendre de trop. Imaginez, vous avez l'habitude d'utiliser une poudre à 7% ou 10% et d'un coup vous passez sur une poudre à 90 ou 100%, bah vous en prenez 10 fois plus. Donc bien entendu, la même dose va procurer 10 fois plus d'effet et vous risquez une overdose.
Des risques souvent négligés par les plus jeunes. Vous n'avez pas votre numéro à vous? Là, j'en ai un peu mal à 60, je crois. Parce que moi, il y en a même pas à 70, ça me fait. Et tu vois ton numéro dans 643. Ouais. Samedi, 22h. Nous retrouvons Nathan, Camille et Julien. Comme souvent, ils commencent la soirée par écrire à un de leurs dealers. Et puis attendre. Comment vous les obtenez, ces numéros? En soirée. En soirée, c'est des contacts. Ouais, à travers des potes, ouais. Ça tourne beaucoup. La promesse d'une livraison rapide est là. Seulement 15 minutes d'attente. Juste le temps de rassembler l'argent et de descendre, rejoindre le livreur. Ça va? Ouais, non, tranquillou. Super, il fallait pas me hein. Ouais, du coup, tiens. Merci. Bonne soirée. En à peine 15 secondes, la transaction est faite. C'est un peu comme un jour. Tu t'en occupes? Yes. La plupart du temps, dans les soirées, vous prenez ça toute la soirée ou c'est... Après, ça dépend aussi de ce que tu comptes faire dans la soirée. Tu peux faire une soirée uniquement à te placer. C'est pas une drogue forcément, tu vas la prendre quand tu sors en grosse soirée, etc. C'est vraiment genre une drogue à apéro ou à limite after, tu vois. Il n'y a pas cette peur un peu de l'addiction, de se dire, pour l'instant, c'est moi qui maîtrise, mais peut-être que bientôt... C'est ça, on en regarde, tu vois. C'est déjà trop tard, l'addiction, je pense qu'on a déjà, tu vois. C'est juste qu'on... Non, mais c'est juste qu'on peut se limiter. Genre, c'est pas en mode... Je pense qu'on a tous ce genre de questions, mais ouais, c'est un jeu bien joué. Un jeu dangereux et interdit par la loi. Le simple usage de drogue, même à titre récréatif et en privé, est un délit puni d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Une sanction rarement appliquée qui ne dissuade pas les plus jeunes. Après le cannabis, la cocaïne est actuellement la drogue la plus consommée en France. Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, 340 000 jeunes de 14 à 17 ans auraient déjà goûté de la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA ou du GHB. Ça nous a étonnés, alors on s'est prêté à une expérience. On s'est procuré des lingettes révélant la présence de cette drogue et une journaliste de notre équipe s'est rendue dans plusieurs lycées, publics, privés, généraux et professionnels. Nous avons discrètement testé leurs toilettes. Concrètement, si la lingette ou la surface devient bleue, c'est qu'il y a eu de la cocaïne, qu'un élève en a consommé. Dans le premier lycée, sur 10 WC examinés, 4 se révèlent positifs au produit. Dans le deuxième, 1 WC sur 4 réagit aux lingettes. Ce test, nous l'avons fait dans plusieurs villes. Résultat, sur 7 lycées inspectés, 4 avaient des traces de cocaïne dans leurs toilettes. Notre dernier témoignage est justement celui d'une lycéenne. Lucie a 18 ans. Bonjour. Bonjour. Elle a accepté de se confier, encore à fleur de peau. C'est pas facile d'en parler. La première fois qu'elle a consommé, c'était en soirée, puis très vite, en semaine. Ça pouvait être le mercredi après-midi en sortant de cours, ou au poste de midi quand j'avais des amis, ou j'allais chez eux parce que j'avais du temps à perdre. Vous en preniez entre les cours? Oui, en mode je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire mon contrôle de maths. Donc pour me rebooster, je vais prendre une trace. J'arrivais en cours complètement arrachée. Hein. Personne ne remarquait rien. Vous arriviez à suivre les cours dans cet état? Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'étais juste là pour faire acte de présence et dire que j'étais là, c'est tout. Ça vous a semblé banal sur le coup de prendre de la cocaïne? Ah oui, pour moi c'était totalement normal, hein. C'est quelque chose que tout le monde pouvait faire, qui n'était pas forcément dangereux, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait d'effet à part d'avoir de l'énergie supplémentaire. Pourtant, en décembre dernier, la jeune femme frôle l'overdose, un mauvais cocktail de substances. Elle passe 2 jours sous perfusion à l'hôpital. Pour elle, c'est le déclic. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes clean depuis combien de temps? Depuis le 1er janvier, j'ai pas retouché. Et j'ai eu des crises de manque le 1er mois. Vous aviez très envie... Très envie d'en prendre, mais où je me disais qu'il fallait que je résiste parce que j'avais plein de gens derrière moi et que c'était pour moi que je le faisais. Et j'avais pas envie de retomber aussi bas que là où j'étais tombée. Vous comprenez que c'est un petit peu dingue d'entendre quelqu'un qui a 18 ans, qui a déjà quasi fait une overdose et qui aujourd'hui est en sevrage de cocaïne? Bah oui, les jeunes, on n'a pas assez de prévention, on n'a pas assez d'informations sur les choses comme ça et c'est plus facile de tomber dedans. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir l'entourage qu'il fallait pour m'en sortir.
Lycéens, infirmiers, marins-pêcheurs, ouvriers, boulangers. La liste des nouveaux consommateurs est longue. En France, le nombre des 18-64 ans ayant déjà testé de la cocaïne a été multiplié par 4 en 20 ans. On ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de cet homme, Pablo Escobar. 26 ans après sa mort, le roi de la cocaïne inspire les scénaristes et fascine le grand public. Résultat, en Colombie, le narcotourisme est en plein boom. Entre devoir de mémoire et fascination morbide, avec Jawar Nadi, on a enquêté sur l'héritage encombrant laissé par El Patron. Sur Medellín, plane l'ombre d'un homme, Pablo Escobar. 26 ans après sa mort, le narco continue de hanter la ville et ses habitants. Il suffit de se balader un peu dans les rues pour s'en rendre compte. Vous pouvez me montrer ce qu'il y a là-dedans? C'est plutôt lui qui pourra vous renseigner. Mais moi, ça. Vous me faites visiter? Wow. Les jeunes de ce quartier ont même créé un petit musée informel à la gloire du plus célèbre narcotrafiquant du pays. Là, c'est un mannequin à son effigie. Là, ce sont des photos que son frère nous a dédicacées. Comment vous expliquez qu'il soit aussi populaire ici? Ce qu'il a fait est juste unique. Il est celui qui a réussi à amener le plus de drogue aux États-Unis. Personne ne l'a jamais égalé. Pour ce jeune Colombien, Escobar, c'est une success story. Celle d'un homme qui a seulement 35 ans contrôlait 80% du trafic mondial de cocaïne. Aujourd'hui, Alejandro surfe sur cette histoire pour grappiller quelques dollars aux touristes. C'est pour la photo, c'est pas un vrai. Hein. C'est quoi ça? C'est un flingue. Je veux être Pablo Escobar. C'est simplement pour la photo. C'est bon. Et en matière de mauvais goût, il n'y a pas de limite. Toute la vie d'Escobar se vend en produits dérivés. On est dans une boutique de souvenirs un peu particulière. Elle est entièrement consacrée à Pablo Escobar. Juste ici, c'est la section céramique, avec en vedette les mugs. Là-haut, il y a toute une série de t-shirts à l'effigie du narcotrafiquant. Si vous avez 1000 pesos, vous pouvez faire une photo souvenir avec un mannequin de Pablo Escobar, grandeur nature. Ils ont même mis une fausse liasse de billets pour que ça fasse plus vrai. Et puis alors, le must évidemment, c'est la série d'AK-47 en bois. Pour ceux qui ont vraiment envie de ramener un souvenir hyper classe. L'AK-47, l'arme préférée du baron de la drogue. Un souvenir vendu 20 €, qui existe aussi en format de poche. C'est une idole colombienne. Pablo Escobar? Oui. Mais c'est une légende un peu noire, non? Un peu. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. Tout n'est pas noir ou blanc. Baron de la drogue sanguinaire, homme politique ou Robin des Bois. Si on reparle autant de Pablo Escobar aujourd'hui, c'est à cause de la série Narcos. Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios, así que pues fresco, ustedes eligen plata o plomo. Désormais à Medellín, Escobar, c'est une attraction touristique. C'est quoi le programme aujourd'hui? Là, on embarque pour l'Escobar Tour. On va visiter les lieux emblématiques de sa vie, les endroits qui ont marqué l'histoire de notre pays dans cette ville. C'est parti? Allez, allons-y. Le Escobar Tour, le nouveau filon que se partagent une dizaine d'agences. Dans le van ce jour-là, des étudiants américains. Première étape, la cathédrale. L'ancienne prison où a séjourné le roi de la cocaïne.
Une prison construite par lui-même, pour lui-même. 1, 2, 3. Here you have it. Good. Over here, Pablo Escobar. Ici, Pablo avait sa boîte de nuit. Pour ses amis, pour organiser des fêtes, faire venir des prostituées. Donc c'était pas vraiment une prison, c'était plutôt un club de vacances. Allez, suivez-moi. Et comme souvent dans la vie d'Escobar, la réalité dépasse la fiction. Là-haut, c'était la chambre de Pablo Escobar, dit la chambre des plaisirs. Il avait un lit vibrant. Je sais, ça paraît dingue, mais je vais vous montrer la photo. Oh mon Dieu, oh, c'est incroyable. Derrière les barreaux, voici à quoi ressemblait le quotidien de ce prisonnier hors norme. Cuisine digne d'un grand restaurant, billard, table de jeu, salle de sport et terrain de foot. Ça paraît dingue, ça donne surtout une idée de son influence à l'époque. Pour éviter d'être extradé aux États-Unis, il avait accepté de se rendre et de passer 5 ans en prison en Colombie, mais à une condition, construire sa propre prison. Une histoire rocambolesque dont les gringos raffolent. La vraie histoire est tellement dingue qu'on a du mal à y croire. Mais aujourd'hui, on apprend que ça s'est réellement passé comme ça. Vous pensez que ce tour est devenu un incontournable quand on vient à Medellín? Ouais, c'est ce qui nous a fait venir ici. Il y a une controverse. Certains disent que ça glorifie quelqu'un qui a tué des milliers de personnes. Vous en pensez quoi? Ça fait partie de l'histoire, et ça dépend de comment vous la présentez. Notre guide fait un super boulot aujourd'hui en expliquant les deux versions de ce qui s'est passé, en se basant sur les faits. Clairement, je comprends pourquoi les gens aimaient ce type, mais la réalité, c'est qu'il a fait des choses atroces. Entre circuit historique et fascination morbide, la frontière est mince. Qu'est-ce que les touristes vous demandent le plus? Combien d'argent a gagné Pablo Escobar? Comment il a dépensé toute sa fortune? Le nombre de maisons qu'il avait? Et bien sûr, beaucoup de gens demandent combien de personnes il a tué. Mais la plupart du temps, ils me posent des questions sur sa fortune. De l'argent, Pablo Escobar en avait beaucoup. Tellement qu'en 89, le magazine Forbes le classe 7e homme le plus riche du monde. Sa fortune personnelle est estimée à 3 milliards de dollars. De quoi se bâtir un empire et une légende qui colle toujours à la peau des Colombiens. Ça vous dérange pas toute cette glorification autour de Pablo Escobar? Ce qui nous gêne, c'est quand on va à l'étranger et qu'on nous prend, nous, pour des narcos. Ce qu'il y a, c'est que les touristes pensent que rien n'a changé ici. Mais c'est plus comme ça. Non, c'est plus comme ça maintenant. Les jeunes sont passés à autre chose, au sport par exemple. La Colombie n'est plus celle du narcotrafic des années 80. Quand tout le monde avait une moto et un pistolet. Ouais, et que tous les jeunes de Medellín étaient des sicarios. Ils prenaient leur moto, tuaient des gens pour se faire de l'argent. Sous le règne d'Escobar, Medellín, c'est la ville la plus dangereuse du monde. Dès qu'on lui oppose une résistance, le baron de la drogue torture, kidnappe ou fait exécuter. Durant son règne, il ordonne l'assassinat de plus de 4000 personnes, dont 40 juges, 1000 policiers, 3500 civils et 3 candidats à la présidentielle. Une décennie de terreur qui prend fin le 2 décembre 93. Pablo Escobar ne tuera plus. Le parrain de la drogue a été tué par les policiers à Medellín en Colombie. Traqué par la police colombienne et les stupes américains, Pablo Escobar finit sa cavale sur le toit de cet immeuble. À 44 ans, le roi de la cocaïne perd sa couronne et entre dans l'histoire. Aujourd'hui, même sa dernière demeure fait l'objet de visites. Pablo Escobar est enterré ici au cimetière de Monte Sacro. Sa tombe, qui est juste là, est devenue l'un des monuments phares du narcotourisme. Le jour de sa mort, il y a 26 ans, plusieurs milliers de Colombiens étaient ici pour assister à la mise en terre du plus grand narcotrafiquant de tous les temps. Ces obsèques sont un événement. 20 000 personnes acclament le cercueil d'Escobar. Craint durant sa vie, adulé à sa mort, et aujourd'hui un mythe encombrant. Grâce à la série Narcos, tout le monde s'est placé la Colombie sur une carte.
Je ne dis pas qu'Escobar est le bon emblème pour promouvoir notre pays, mais c'est une partie de notre histoire. À nous d'en tirer profit dans le bon sens en racontant aux visiteurs ce qui s'est réellement passé ici. Après la prison et le cimetière, dernière étape. Cette résidence où vivait la famille Escobar, un immeuble de 8 étages, surnommé la Monaco. Ici, il avait construit un penthouse pour sa famille et au sous-sol, une prison où il exécutait des gens. Vous imaginez, pour certains, franchir cette porte, ça voulait dire mourir, mais pour sa famille, c'était une simple porte d'entrée. La Monaco, l'emblème de la toute-puissance d'Escobar. En février dernier, les autorités ont fait sauter l'ancienne résidence. Un symbole très fort, voulu par Monsieur le maire. Chemise ouverte, manches retroussées, Federico Gutiérrez veut incarner le renouveau de Medellín. Continuez comme ça, on est avec vous! Bien sûr, monsieur. Chaque semaine, il s'adresse aux habitants lors d'une émission diffusée en direct à la télé locale. Il a un écran tactile sur lequel il a préparé toute une sorte de PowerPoint pour démontrer à quel point il a bien fait les choses cette semaine. C'est hyper moderne. Il essaie vraiment de donner une image de Medellín comme une ville du 21e siècle, très très loin de ce qui a pu se passer au 20e siècle avec Escobar. Policiers, garde du corps, Monsieur le maire est sous bonne protection. Il s'est fait élire il y a 3 ans. Parmi ses promesses, libérer la ville de l'emprise d'Escobar. Vous pensez qu'on peut effacer le souvenir d'Escobar en détruisant ses immeubles, ses maisons? Non, on ne cherche pas à effacer l'histoire. Prétendre effacer l'histoire, ce serait une erreur. Mais nous devons raconter ce qu'il s'est vraiment passé, par respect pour les victimes. La démolition de la résidence Monaco, l'immeuble de Pablo Escobar, a permis plusieurs choses. De rappeler que ce n'était pas la maison d'une victime, mais celle d'un criminel. D'expliquer que ce n'est pas juste une destruction, mais qu'à la place, on va construire un autre édifice qui sera consacré à la mémoire des victimes. Tout ce qu'on a fait, c'est détruire un immeuble en ruine pour en faire un mémorial. Enfant de Medellín, Federico Gutiérrez se souvient des années de terreur. Rien qu'en 89, une centaine de bombes explosent en seulement 3 mois. Quasiment une explosion par jour, avec des milliers de victimes. Je me souviens, je sortais de chez moi pour aller au collège. Je disais au revoir à mes parents, à mes frères, sans savoir si on allait se revoir le soir. À l'époque d'Escobar, en 10 ans, de 1983 à 1993, seulement ici à Medellín, 46 612 personnes ont été tuées. Tout ça pour la folie d'une personne. Merci, au revoir. Tourner la page Escobar, plus facile à dire qu'à faire. Son héritage est partout, même là où on ne l'attend pas. Voici l'Hacienda Napoles, l'ancienne résidence secondaire du roi de la cocaïne. Une propriété de 3000 hectares, avec des lacs artificiels, 6 piscines, une piste d'atterrissage et même son zoo personnel, avec 200 espèces différentes. Bonjour, comment allez-vous? À la mort d'Escobar, les autorités ont tout rasé pour construire à la place un gigantesque parc d'attractions. Ici, le nom Escobar est proscrit. Il y a quelques mois, ils ont même détruit le portail où trônait le premier avion utilisé par le narco pour envoyer sa drogue aux États-Unis. Un symbole devenu encombrant. La seule chose dans tout le parc qui rappelle l'historique de ce lieu, c'est ce panneau avec marqué « Le pays a survécu » et juste en dessous, il y a un petit texte qui dit « La lutte contre l'ancien propriétaire de ce lieu a permis de mettre fin à des décennies de terreur, des milliers de morts, une culture de la mort et le narcotrafic comme industrie. C'est une victoire pour toute la société. » Aujourd'hui, sur les ruines de l'ancienne demeure d'Escobar, les touristes se baladent en maillot de bain et s'amusent en famille. Il ne reste plus rien de l'époque d'Escobar? Non.
Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est donner plus d'importance à ce qu'on a développé ici, plutôt que d'entretenir la mémoire nocive d'un personnage qui a traumatisé notre pays et le reste du monde. Mais avec Escobar, il reste toujours des traces du passé. Le directeur nous emmène à la lisière du parc pour nous faire découvrir l'héritage plutôt insolite laissé par le narco, ces hippos. Ce sont les derniers animaux qui restent de l'époque d'Escobar. Oui, tout à fait. Avant, quand Escobar avait son zoo, il avait seulement 3 hippopotames, dont un couple qui s'est reproduit et qui nous a donné cette population. Les autorités n'ont pas réussi à attraper le couple. Attraper un hippopotame, c'est très difficile. Ces animaux ont toujours été laissés en liberté dans la nature et le sont restés jusqu'à aujourd'hui. Il y en a 45, c'est ça? 40, 50, on ne sait pas vraiment. C'est un peu le dernier héritage de Pablo Escobar. Oui, on peut dire ça. Grâce ou plutôt à cause d'Escobar, la Colombie est le seul endroit au monde en dehors d'Afrique où vit une colonie d'hippos en liberté. Si les autorités et l'écrasante majorité du peuple colombien souhaitent tourner la page Escobar, il y a un quartier à Medellín où l'on continue de l'aduler. Un quartier surnommé tout simplement le Barrio Escobar. Ici, dans les années 80, le parrain de la cocaïne a financé la construction de 450 logements sociaux. Bonjour. Les 13 000 habitants du barrio ne l'ont pas oublié. Hola. Bonjour. Mucho gusto. Enchanté. Pour cette grand-mère, Escobar reste celui qui a mis un toit au-dessus de sa tête. Ici, c'est la chambre de ma fille qui travaille. Là, c'est une chambre sans lumière. Ah, voilà. Ok. Voilà. Et voici la cuisine. C'est un peu le bordel. Toute votre famille vit ici? Oui. Combien de personnes? 10 personnes. 10 personnes? Oui. 10 personnes dans un 4 pièces, un luxe que Consuela n'aurait jamais pu s'offrir avec sa petite retraite. Il représente quoi pour vous, Escobar? Il a été très bon avec nous. Nous vivions dans un bidonville au milieu des déchets, des cartons, des rats, du plastique. Il nous a sortis de notre misère et il nous a construit ces maisons. Je suis très reconnaissante envers Monsieur Pablo. 37 ans que Consuela habite dans cette maison offerte par Escobar. À l'époque, en 82, il mène campagne pour être élu député. Vous n'avez pas l'impression qu'il a acheté l'amour des gens en leur donnant de l'argent? Pour moi, il ne nous a pas achetés. Il nous a aidés. Vous comprenez que pour beaucoup de monde, Pablo Escobar, c'était une personne mauvaise qui a tué énormément de gens? Je le sais bien. Il a tué beaucoup de gens, mais pour moi, c'est une bonne personne. Ici, à Medellín, il y a beaucoup de gens très très riches. Et personne ne nous a jamais donné ne serait-ce qu'un morceau de pain ou une livre de riz. Personne. Visiblement, les petits-enfants ont bien appris la leçon. Toi, tu sais qui est Pablo? Oui, je le connais des photos et de ce que ma grand-mère m'a raconté sur lui. Et qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que c'est grâce à lui qu'on a eu toutes ces maisons, celle de ma mamie et celle de tous les gens qui vivent dans le quartier. Pour toi, c'était un homme bon? Oui. Oui. Pour cette famille, Escobar est une bénédiction. Et dans le quartier, personne ne le critique. Hommage à tous les coins de rue et enseigne à l'effigie de celui qu'on surnomme encore El Patron. L'histoire officielle dit quand même que lui et son organisation ont tué beaucoup de monde. Il ne voulait pas le faire, mais ces gens se sont mis en travers de sa route. Si j'avais été à sa place et que des gens me barraient la route, je les aurais tués aussi. Pablo, tout ce qu'il a fait, c'était pour se protéger, en légitime défense. Vous comprenez?
Parce que Pablo était bien plus malin que tous les autres narcos. Salon de coiffure et boutique souvenir, ici Escobar rime avec dollar. La preuve, avec ce groupe de touristes israéliens à la recherche du dernier article qui fera sensation. Que pensez-vous de tous ces souvenirs, de cette glorification autour de lui? Je l'aime bien, je l'aime vraiment bien malgré les mauvaises choses qu'il a faites. Il a quand même aidé les pauvres, il avait de bonnes intentions même s'il était fou. Mais c'est pas un peu bizarre que le tourisme ici tourne autour de lui? Quand j'étais au lycée, on est allé en Pologne à Auschwitz. Auschwitz, c'est du tourisme aussi, c'est de l'histoire. On doit connaître notre histoire même si on ne l'aime pas. Mais ça vous aurait pas choqué là-bas de voir des mugs à l'effigie d'Hitler? Ils vendent quand même des livres d'Hitler. Après, oui, ils ne le célèbrent pas. Écoutez, c'est pas pareil. Malgré les efforts du maire, le narcotourisme à Medellín a de beaux jours devant lui. Avec de bons contacts, vous pouvez même accéder au Graal, les reliques de Pablo Escobar. Bonjour. Bienvenue. Escobar est mort. Alors on est en train d'aller chez la sœur de Pablo Escobar, on est escorté par un de ses hommes de confiance. Voilà, il y a un petit protocole à respecter. C'est bon, on est arrivé. Salut, comment ça va? Enchanté. Enchanté. Celle qui nous reçoit, c'est Alba Marina Escobar, 65 ans, l'une des sœurs du roi de la cocaïne. Je voudrais vous montrer des souvenirs que je conserve sur la vie de Pablo. Des moments qu'on a partagés ensemble. Là, vous avez une photo où je suis avec Pablo et mon autre sœur. Alba Marina voue un culte à son frère. Selon elle, c'était un bon patron, un père de famille modèle qui emmenait ses enfants à la Maison Blanche et se passionnait pour les belles cylindrées. C'est quoi ça? Ça, c'est la fausse barbe qu'il utilisait, avant que sa vraie barbe ne pousse. Pour se cacher? Oui, pour se cacher. Et tout ça, on peut le visiter comme un musée pour touristes? Ce n'est pas exactement un musée, c'est plutôt une collection d'objets de Pablo. Et ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est réservé à des visiteurs VIP. Amour fraternel ou appât du gain, pour 75 $, des touristes VIP peuvent toucher du doigt le mythe Escobar. Ça, c'est le t-shirt qu'il portait? Pablo avait l'habitude d'acheter le même t-shirt en plusieurs exemplaires. Et ça, c'en est un. C'est exactement le même polo qu'il portait le jour de sa mort. Alba Marina ne supporte pas qu'on touche à la mémoire de son frère. La démolition de la résidence familiale ordonnée par le maire l'a mise hors d'elle. En Colombie et ici à Medellín. Si vous voulez en finir avec l'héritage d'Escobar, il faudra raser la moitié de la ville. Vous pensez quoi du maire de Medellín? Il y a des mots qu'on ne peut pas dire devant les caméras. Qu'est-ce que vous croyez? Avec tout ce que je vous ai dit, vous pensez vraiment que je l'aime bien? Que répondez-vous aux gens qui disent que votre frère était un criminel qui a tué énormément de personnes? En fait, c'est l'effet boule de neige du mensonge. Il commence petit et finit énorme. Certes, Pablo a tué des gens. Et je vais vous dire quelque chose. Si j'avais été à la place de Pablo, si ma famille avait été harcelée, je serais devenue comme lui. Aussi dur que lui, Pablo, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous défendre. À l'écouter, le plus grand narcoterroriste que le monde ait jamais connu ne serait qu'une simple victime de l'État colombien. Il n'aurait tué que pour défendre sa famille. Une réécriture de l'histoire parfaitement assumée. Une dernière question. C'est un nom difficile à porter pour vous, Escobar? Non, je suis très très fière de mon nom, Escobar.
Vous êtes fière d'être la sœur de Pablo Escobar? Immensément fière. Je suis vraiment très fière d'être la sœur de Pablo Escobar. Notre périple sur les routes de la cocaïne est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TMC. Bonne soirée.